Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Journo. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque absolument merveilleux. Je vais très mal prononcer parce qu'il y a de l'allemand, de l'anglais dans le titre Wanderer Without Words. Vous interprétez des œuvres de Schubert, Wagner et Mahler. Alors, Schubert, bien sûr, vous êtes pianiste, vous êtes chef de chant, pianiste. Schubert, c'est un nom qui est éminemment lié au pianiste. Wagner et Mahler, beaucoup moins Juliette Journo, on va en parler. Mm-hmm. Donc, ce disque reflète à la fois plusieurs amours chez vous, l'amour de Schubert. Ah oui, découvert à l'âge de 6 ans grâce à mon père. Oui, pourquoi votre père est musicien ? Alors pas du tout, lui il est mathématicien, il a découvert la musique classique dans sa voiture sur France Culture à l'âge de 30 ans. Il a écouté le mouvement lent de la D960, donc la dernière sonate en si bémol. Voilà, la dernière sonate pour piano, et il a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il était en larmes au bout de 3 secondes. Et ça a changé sa vie, ce moment. Et celle des automobilistes derrière. Ah, aussi. Aussi. Tout le monde s'en souvient, je crois. Il a dévalisé tous les disquaires de Paris pour aller trouver tout ce qu'il pouvait sur ce Franz Schubert. Lui, il n'avait pas du tout la culture de la musique classique. Et quand j'ai eu l'âge de 6 ans, il a eu envie de me faire découvrir cette musique. Et donc, il m'a fait écouter les Impromptus opus 90 par Radu Lupu. Ah oui, quand même, vous avez bien fait débuter votre père. Oui, c'est-à-dire qu'il a des bonnes références quand même. Il a très bon goût et moi, le 3e impromptu en sol bémol, ça a été un choc énorme. Ça a été vraiment une grosse claque. Donc vous étiez petite à ce moment-là. Mais toute petite, et ça m'a. C'est une musique qui m'a vraiment hantée pendant des mois. Il m'a fait écouter aussi Le Roi des Aulnes. Il m'a fait écouter Marguerite Rouet. Enfin, quand on est enfant, Le Roi des Aulnes, c'est une musique qui fait peur quand même. Ça m'a fait extrêmement peur. J'ai fait des cauchemars. Il s'en est énormément voulu. Mais ça a été un gros choc émotionnel. Et puis, alors, il m'a fait écouter ça, mais quelle idée de me faire écouter ça à l'âge de 6 ans. Mais il m'a fait écouter le premier mouvement de La Jeune Fille et la Mort, la version quatuor à cordes. Et ça aussi, ça a été... Ça a changé ma vie du jour au lendemain, vraiment. Et donc, on avait un piano droit à la maison parce que ma mère faisait un peu de piano en amateur. Et donc, je me suis mise au piano un peu instinctivement. Mais sans professeur, là, au départ, sans professeur. Mais voilà, mon rêve, c'était de pouvoir jouer cette musique-là, finalement. Et ce qui est drôle, c'est que dans les leaders, on aurait pu se dire elle sera attirée directement par la voix, parce que c'est ce qu'on entend le plus. Et en fait, moi, c'était la partie piano qui m'a énormément marquée tout de suite. Et donc, très vite, j'ai pris des cours de piano. Et au bout de quelques semaines, j'ai dit à mes parents, je vais faire ça dans ma vie. Ah oui. Voilà. Bon, et en cinéma, il vous a montré Psychose après votre père pour compléter le tableau. En tout cas, vous n'avez pas l'air Juliette Journo quand on vous entend jouer, quand on vous voit. Visiblement, ça n'a pas eu l'effet que ça aurait pu avoir, toute cette musique. Non, j'ai été traumatisée en bien. Oui, c'est ça. Ah, voilà une belle expression. Alors d'ailleurs, ce disque qui est paru pour le label Alpha Classique, c'est vous qui avez fait une partie il y a 2 textes qui accompagnent ce disque. Mm-hmm. Vous présentez ces œuvres parce que, alors on va en parler, il y a quand même ce qui transparaît, et aussi pour vous avoir vu donner une partie du programme en concert, c'est l'amour pour les œuvres que vous interprétez. C'est-à-dire, il y a du Schubert, il y a des transcriptions que vous avez faites, un passage de Siegfried de Wagner, et de 2 cycles de leaders de Mahler, les Rückert-Lieder et le Chant de la Terre. Enfin, un cycle de leaders. Pour les Rückert-Lieder, oui, mais le Chant de la Terre, on pourrait dire ça autrement. Donc, il y a vraiment une passion et un amour pour ces œuvres que vous interprétez. Oui. Ah oui, c'est même c'est ce que j'appellerais une obsession. Je le dis assez souvent parce que effectivement, pour Schubert, c'est une obsession du coup qui a maintenant 20 ans. Et qui ne faiblit pas. Et puis Wagner, moi je l'ai découvert quand j'ai commencé mes études d'accompagnement de chanteur. C'est quelque chose j'ai eu la chance qu'on m'a mise dans les mains très rapidement.
Donc moi évidemment, comme énormément de gens, j'ai pris le choc de ma vie avec Tristan et Isolde. Et puis j'ai découvert le Ring qui a été donné en intégralité à Bastille il y a quelques années. Avec une mise en scène qui était assez étrange. Avec une mise en scène très étrange, spécialement pour Siegfried, c'était assez foufou. Mais moi je découvrais cette musique-là et ça a été une vraie découverte. Et puis le fait de pouvoir aller trouver une réduction pour piano, il y a des réductions de Wagner qui sont extrêmement bien faites déjà à la base. Donc j'ai pu déchiffrer une grosse partie des opéras comme ça, toute seule à la maison. Ça a été un bonheur immense. Et puis malheur, je dirais que l'obsession a commencé il y a 5 ou 6 ans. Et j'ai commencé cette obsession avec le Ich bin der Welt. Mais ça, c'était quoi ? C'était un concert auquel vous avez assisté Alors non, c'était un cours d'accompagnement. Mon professeur de l'époque m'a demandé de faire une réduction à vue du Ich bin der Welt. C'était une des premières réductions vraiment pour orchestre que je faisais de ma vie. Et voilà, donc il m'a mis la grosse partition d'orchestre devant les yeux. Et il m'a dit, bah voilà, tu me donnes une espèce de version qui tient dans les 10 doigts et sur un clavier de piano. Et moi, je connaissais pas du tout ce lead-là. Et pareil, en plein déchiffrage, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette musique. Et à partir de là, mon professeur a un peu suivi mon obsession et il m'a fait découvrir le reste des Rückert-Lieder. Il m'a fait découvrir aussi les Kindertotenlieder. Et puis par la suite j'ai écouté les symphonies et puis en fait l'obsession s'est toujours confirmée à chaque fois. Alors oui, parce que vous parlez de transcription, on va dire aussi que vous êtes chef de chant, donc pour l'opéra, donc pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un chef de chant, donc vous faites travailler les chanteurs. Voilà. Alors le chef de chant, c'est très intéressant, c'est un métier complètement de l'ombre, mais qui revêt pas mal de facettes. La première facette, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté coach, c'est-à-dire qu'on va avoir les chanteurs en individuel, ils vont nous amener un air, un rôle en entier, et puis on va devoir déjà les mettre en place rythmiquement au niveau de la justesse, etc. Au niveau de la traduction des textes, de la prononciation de la langue, parce que très souvent ils ne chantent pas dans leur langue maternelle. Donc vous, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes coach pour du français et d'autres langues ou... Oui. Oui. L'allemand, Moi, l'allemand, c'est une langue où je suis assez à l'aise, mais je suis au courant de comment on prononce l'italien et le russe, et puis l'anglais, évidemment. Donc, normalement, si je fais bien mon métier, je peux coacher dans toutes les langues, à peu près. Voilà. En tout cas, on essaye. Et puis, on coach aussi sur la psychologie du personnage. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, la deuxième facette, c'est vraiment le côté chef de chant de production. Donc, c'est-à-dire que pendant toutes les semaines de préparation, pendant toutes les semaines de répétition, on ne peut pas avoir l'orchestre en fosse en permanence. Et donc, c'est le chef de chant qui a toute la responsabilité de la partie d'orchestre, sous la responsabilité évidemment du chef d'orchestre. Donc vous travaillez conjointement avec le chef d'orchestre. Voilà, on travaille. Et le metteur en scène aussi ou... Oui. Alors, metteur en scène, parfois on peut avoir une relation vraiment de collaboration avec le metteur en scène qui vient voir le chef de chant en lui demandant si tel ou tel mouvement c'est possible à tel ou tel mouvement de la musique. Donc on est là vraiment en soutien des chanteurs. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des metteurs en scène qui voulaient absolument faire chanter une chanteuse la tête en bas. Et c'est le métier du chef de chant de lui dire non, de lui expliquer pourquoi. Le chanteur, lui, il n'a pas le courage de le dire. Souvent, effectivement, il n'a pas le courage. Il a énormément de choses à penser ailleurs que aller au conflit avec le metteur en scène. Donc c'est un peu le chef de chant qui doit faire le lien en fait entre toutes ces personnes et c'est en fait c'est une responsabilité musicale mais c'est une responsabilité humaine aussi. C'est ça qui m'a plu, c'était vraiment ce côté travail d'équipe. Alors, ce qui est frappant quand même, c'est votre passion pour la voix, puisque vous travaillez tout le temps, oui. Ah si, vraiment tous les jours, c'est quotidien. Et votre premier disque, donc, qui vient de paraître, et ben vous vous êtes dit, pas de chanteur, oui. Je transcris. Alors je joue, il y a 3 œuvres de Schubert, enfin les 3 Klavierstücke qui sont parmi les dernières œuvres de Schubert. Enfin, quand on parle de Schubert, on parle souvent de dernières œuvres. De dernières œuvres, ça va très vite. Donc c'est un peu douloureux à dire, mais d'ailleurs on va en parler de votre interprétation parce qu'elle est très riche, il y a énormément à dire. Et puis vous avez choisi des transcriptions
d'œuvres de Mahler et puis de Schubert aussi, de leader de Schubert. Donc vous vous êtes dit, j'aime tellement la voix que je vais faire un disque sans voix. Exactement. En fait, je donne énormément de mon temps et de mon énergie aux chanteurs. Et je me suis rendu compte en jouant pas mal avec eux, que ça soit de l'opéra ou du lead, qu'il y avait pas mal de compromis à faire musicalement et que parfois je réfrénais mes envies musicales parce qu'à un moment, le chanteur, c'est un corps en entier qui travaille et donc on peut pas prendre des tempi comme on veut parce que les pauvres, ils ont pas 4 poumons. Souffle, Voilà, il y a le problème de la respiration, il y a des chanteurs qui vont être très à l'aise avec de l'allemand, d'autres moins, donc ça va être aussi voilà, trouver des compromis pour que le texte prenne la place, etc., etc. Et puis, il y a aussi la question du rapport orchestre et voix, où très souvent, c'est très beau parce qu'il y a une multiplicité de timbres, c'est magnifique, mais il y a aussi beaucoup de distance pour l'auditeur, et c'est très compliqué parfois de se rendre compte à quel point l'harmonie est moderne, à quel point l'harmonie est violente aussi, je pense à Wagner particulièrement. Et je me suis dit, bon, après avoir donné tant d'énergie et d'amour pour les chanteurs, je peux prendre la responsabilité de faire une version solo où du coup je n'aurai aucun compromis à faire par rapport à l'interprétation que je veux donner et ensuite donner à entendre vraiment la modernité de l'harmonie parce que quand elle est plaquée sur un seul plan au piano, c'est incroyable à quel point c'est frappant toutes les dissonances, les frottements dans l'harmonie qui, avec la distance qu'on peut avoir dans une fosse ou sur scène, va être un petit peu diluée voilà, avec toutes les multiplicités de timbres. Et donc pour moi, c'était très intéressant d'avoir, par exemple dans le cas de Wagner, d'avoir le Wanderer, Herda et tout l'orchestre comme ça sur un seul clavier. Voilà, je trouvais ça très intéressant. En même temps, il y a quand même des duos chanteurs, pianistes, illustres, où on sent que des pianistes, et puis vous-même, Juliette Journeau, il y a des chanteurs avec lesquels vous aimez énormément travailler et de manière récurrente. Donc, c'est pas uniquement du point de vue de cette contrainte, effectivement, qui est réelle, mais il y a aussi un échange et il y a un bonheur de travailler avec certains chanteurs. Ah, mais le duo piano-chant, c'est une des choses les plus intenses, je dirais, musicalement. J'ai fait beaucoup de musique de chambre, mais c'est vrai que de jouer avec certains chanteurs, je pense à Livio Hollander, qui est un baryton autrichien avec qui je travaille beaucoup, Edwin Fardini, un baryton français. C'est vrai qu'il y a une sorte d'évidence et il y a un moment où on ne fait qu'un. En fait. Et ça, c'est assez extraordinaire comme sensation. Et sur scène, ça peut être très, très, très puissant. Oui, puis il y a les mots. Enfin, vous aimez la poésie, ça se sent. Oui. Vous avez un amour de la poésie et du texte. Oui. D'ailleurs, le texte est passionnant. Et puis, vous avez introduit le concert d'une manière passionnante aussi. Donc, il y a un amour chez vous de la poésie. Ouais. Et quand vous vous retrouvez à interpréter justement un texte sans les mots, comme ces transcriptions, c'est étonnant aussi. C'est à la fois, c'est une joie et une souffrance, comme disait l'autre. Oui, c'est paradoxal, c'est clair. Oui. Ouais. Donc, et puis, mais pour nous, comme vous le disiez, vous interprétez deux leaders de Mahler. Donc, à chaque fois, je prononce très mal. Donc, cet extrait des Rückert-Lieder, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Donc, je suis abandonné du monde. Oui, je suis perdu pour le monde. Voilà. Et puis, le dernier lead der Abschied, extrait du Chant de la Terre de Mahler, dont vous avez transcrit la deuxième partie. Ça révèle aussi, quand on vous entend jouer seul au piano, qu'il n'y a pas toute la somptuosité de l'orchestre. Par exemple, dans le lead de Le Chant de la Terre, on voit Schoenberg quand même déjà. Moi, j'y avais pas vraiment pensé quand je l'écoute avec voix et orchestre. Mais quand on vous entend l'interpréter, on sent déjà cette école de Vienne, cette seconde école de Vienne, elle est là. C'est une grande filiation. Je trouve qu'aussi il y a une filiation assez évidente entre Schubert et Mahler. Mahler adorait Schubert. Mais ça, on l'entend quand il y a l'orchestre, justement. Oui. Mais vous, on entend plutôt la modernité. Oui, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Alors, ce qui est drôle, c'est que au moment où j'ai vraiment travaillé cet Abschied dans Le Chant de la Terre, je travaillais aussi les Gurre-Lieder de Schoenberg dans la version Berg, donc la version vraiment piano-voix.
Et effectivement, la filiation, elle est évidente. Et on la ressent effectivement quand l'harmonie est, je dirais, compressée, où d'un coup, un accord qui va être pris en charge par 6 instruments différents, d'un coup va se retrouver sur un même plan, et on se rend compte à quel point il y a déjà cette école de Vienne très présente. Enfin, c'est quand même émouvant, Juliette Journoud. Vous avez votre père qui, quand vous avez 6 ans, est sur l'autoroute, écoute une sonate de Schubert. Et depuis, vous êtes dans cette Vienne musicale, alors soit début 19e, soit fin 19e, début 20e. C'est l'univers musical qui vous possède totalement, celui-là ? Oui. Et je ne saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment quelque chose où je me sens tout de suite chez moi. J'ai l'impression que ça parle la même langue, au-delà pas du d'origine texte. liée à ça. Pas ça du tout. Vient de nulle part. Ça vient absolument de nulle part. Alors, je ne sais pas si, en étant dans le ventre de ma mère, j'ai entendu beaucoup de Schubert, Brahms, et que ça a déjà été une bonne base dans les oreilles. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve face à cette musique, que ça soit Schubert, la Vienne du 19e, ou la Vienne fin 19e, début 20e, c'est vrai que je me sens chez moi, quoi. Mais c'est très étrange, cette relation, et puis ça s'est jamais démenti, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire elle prend sa claque à 6-7 ans, et puis après je deviens étudiante en piano, donc j'ai l'occasion de découvrir du Debussy, du Ravel, du Mozart, énormément de choses, mais en fait le port d'attache, ça a toujours été Vienne, finalement. Alors Juliette Journoud, notre entretien, c'est un peu la lettre volée, c'est-à-dire on parle de tout. Oui. Parce qu'avec vous, on a envie d'évoquer 1 milliard de choses, mais on ne parle même pas du titre, Wanderer Without Words. Alors cette figure du Wanderer, donc c'est pas vraiment un voyageur. Enfin, c'est un voyageur qui ne va nulle part. C'est au-delà du voyageur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui erre. Donc, c'est pas le voyage d'un point A à un point B, cette espèce d'organisation de la société très classique où il y a toujours une direction, quoi. Et cette direction-là, elle est prévue, elle est organisée. Là, l'errance, c'est partir pour on ne sait pas quoi. Donc ça peut être pour une sorte de terre promise, pour de l'espoir, mais ça peut être, je pense forcément au voyage d'hiver de Schubert, c'est vraiment une errance vers la mort, on le sent dès le départ, et je pense que le Wanderer est conscient de ça dès le départ. Mais il y a des centaines de Wanderers, il y a des centaines de raisons pour laquelle on part. Mais c'est vrai que moi, c'est une thématique qui m'a beaucoup touchée tout de suite. Alors, c'est étonnant parce que c'est quand même des thématiques justement de personnes plus âgées. Enfin, justement, c'est étonnant parce que chez vous, il y a une réflexion. Vous ne voyez aucune grossièreté. Non. Mais justement, que ce soit Schubert, parfois on parle avec des jeunes musiciens qui ont peur un peu de Schubert. Ouais. Parce qu'on sent que, bizarrement, pour un musicien qui est mort si jeune, à 31 ans, pour l'interpréter, il faut déjà avoir beaucoup vécu. Mais c'est vrai, de Proust de la musique. Vrai. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, je ne touche pas aux dernières sonates, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais oui, on peut avoir peur de Schubert. Je me souviens que mes amis, en tout cas au conservatoire, avaient très peur d'aller l'aborder parce que c'est vrai que c'est une musique qui est en même temps très sombre. Et puis en même temps, il y a des éclats de lumière qui sortent de nulle part. Il y a des modulations extrêmement lumineuses au milieu de la désolation. Donc, alors moi, là aussi, c'est un peu bizarre, mais l'errance. Je veux dire, dans ma vie, jamais ça ne m'a touchée. C'est-à-dire que je suis née dans la banlieue parisienne, je suis restée à Paris, j'ai étudié à Paris. Je suis Schubert, rentrée, il est resté à Vienne en même temps. Oui, c'est vrai. Mais au niveau de l'errance de l'existence, moi, c'est pas un truc qui m'a beaucoup touchée. J'ai fait le conservatoire, ça a été finalement une route assez classique. Puis j'ai su que j'allais être pianiste très jeune, donc j'avais cette espèce d'objectif. Moi, je voulais aller d'un point A à un point B. Donc j'avais une construction quand même assez classique de là où je voulais aller. Mais c'est peut-être aussi pour ça m'a autant touchée. C'est que c'est très loin de moi, cette problématique. Oui, en même temps, l'art, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut adorer des livres de tous les pays du monde et on a l'impression de connaître ces pays. Exactement. Et sans y avoir mis les pieds. Voilà. Et en fait, on n'a même pas spécialement envie d'aller dans certains pays et on adore la littérature de ce exactement. pays.
Et donc là, l'art, ça vous transfigure. Oui, et puis il y a aussi, ça vient de me revenir, mais c'est vrai qu'enfant, et c'est toujours le cas, j'avais une grande empathie, par exemple, pour Schubert. J'ai une grande empathie pour Gustav Mahler. Un peu moins pour Wagner, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que... alors, c'est peut-être le récit que m'en a fait mon père, parce qu'évidemment, je lui ai demandé ce qu'avait été la vie de ce monsieur. Et j'ai eu tout de suite beaucoup d'empathie pour cet homme-là, qui avait alors, je cite ses lettres, un physique pas facile. Il était tout petit, un peu joufflu, on l'appelait le petit champignon. Et puis il a été malade très jeune, et puis une maladie qui était rejetée complètement par la société. Donc on lui a fait subir un traitement au plomb contre la syphilis. C'est le traitement finalement qui l'a tué plus que la syphilis. Il avait un sentiment de solitude énorme, tout en ayant des amis extrêmement fidèles. Il n'arrivait pas à faire éditer ses œuvres, alors que lui savait quand même au plus profond de lui que ce qu'il écrivait avait de la valeur. Et puis on ressent une souffrance, mais telle dans sa musique. C'est vraiment de la tristesse à l'état pur. Et moi qui étais une enfant très joyeuse, ça m'a énormément touchée. Et je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui était, et qui d'ailleurs est toujours loin de moi, que ça me touche autant. Mais il faut dire aussi, enfin, au risque de tomber dans le cliché, mais moi j'y ai droit. Non, d'ailleurs, pas plus que vous. Mais vous n'en usez pas, Juliette Journo. Cette douleur de la musique de Schubert, en fait, quand on sort d'un concert entièrement consacré à Schubert, on entend des œuvres extrêmement douloureuses, Le Voyage d'hiver. C'est une douleur, mais qui ne rend pas triste. Enfin, c'est une douleur qu'on ressent, mais qui en même temps, il y a une certaine lumière. Oui, parce que on parlait de l'art qui transfigure, c'est ça. Lui, il a cet art-là de transfigurer la douleur. C'est-à-dire que ça va au-delà, et ça va... Je ne sais pas si ça va vers la lumière, comme on pourrait penser aux Passions de Bach, où effectivement, il y a une souffrance même physique, et puis on va toujours vers les cieux et vers le divin. Chez Schubert, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il arrive toujours... Alors, il n'y a pas forcément d'espoir, mais il y a toujours... J'adore cette image, le sourire derrière les larmes. Voilà. Alors, il y a 3 œuvres, un cycle d'œuvres originellement écrits pour le piano sur ce disque, qui est essentiellement composé de transcriptions, de vous ou de Liszt. Juliette Journo, c'est les 3 Klavierstücke Deutsch 946. Et vous commencez... alors, votre toucher est toujours magnifique, c'est toujours une absolue beauté, jamais dure, mais vous commencez le premier de manière très intense, très rapide, beaucoup plus rapide que certains autres pianistes. Le tempo qui est indiqué par Schubert, c'est quoi ? Je vous pose une colle là, mais... Ah, c'est pas bien de faire ça. Ah oui, pardon. Alors, je devrais le savoir quand même. Non, mais... Donc vous commencez de manière très intense, très rapide, et ça s'est imposé comme ça. Oui. Ce qu'on dit, c'est une sorte de course à l'abîme au départ. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que comme ça, sur le texte, quand on voit les Klavierstücke, on se dit pas forcément que c'est la thématique du Wanderer qui est abordée. Mais pour moi, ça s'est imposé très rapidement. J'ai eu cette image dès le début de mon travail. C'est vraiment des Klavierstücke que je travaille depuis, je dirais, au moins 4 ans. Que vous avez travaillé avec vos maîtres ou non ? Oui, que j'ai travaillé avec Emmanuel Strasser et que j'ai présenté pour la première fois à mon prix de piano, donc mon Master 2 de piano au CNSM. Mon Master 2 était déjà sur le thème du Wanderer, mon mémoire était sur le Wanderer. Enfin, bref, je vous parlais d'obsession, c'est assez présent. Mais c'est vrai que très rapidement dans le travail, j'ai ressenti cette tempête intérieure tout de suite. Et puis il y a aussi une chose, ça c'est vraiment lié au toucher, c'est d'avoir pu aborder le travail aussi avec pianoforte. Moi je collabore, c'est surtout je prends des formations professionnelles à l'abbaye de Royaumont, et l'abbaye de Royaumont a des instruments d'époque assez fabuleux, et donc j'ai eu l'occasion de travailler quelques heures sur un pianoforte. Et en fait, on se rend compte que c'est une musique qui peut être profondément violente. Et effectivement, ce début de la première Klavierstücke avec ses basses, où il y a quand même des quintes à vide,
Les quintes à vide sur un Steinway moderne, c'est très fondu, c'est magnifique. Sur un pianoforte, c'est même pas sec, c'est presque dur comme son. Alors quinte à vide pour les auditeurs. Alors quinte à vide, vous prenez un accord parfait. Oui. Donc par exemple en do majeur, do mi sol, c'est l'accord le plus, en tout cas chez les occidentaux, auquel on est plus habitué. Voilà, exactement. Les notes extrêmes forment une quinte. Et puis au milieu, on va mettre ce qu'on appelle une tierce, et c'est ça qui rend cet accord entre guillemets détendu et très consonant. Mais si on enlève ne serait-ce que cette tierce, ce do sol, surtout sur piano d'époque, en fait, ça libère des harmoniques partout. Et donc, ça donne ça donne une sensation, ça donne un intervalle très riche tout de suite. Et puis, c'est un accord qui est beaucoup présent, par exemple, dans les motifs d'appel de chasse, par exemple, dans les cors. Donc, c'est un intervalle qu'on connaît assez bien dans la culture occidentale. Et c'est une quinte à vide, très souvent, même sur un piano moderne. C'est un intervalle qui est très caractéristique. Alors cette figure du Wanderer, il y a une œuvre que vous n'interprétez pas, mais vous interprétez des lieds dont le thème avait été repris dans cette Wanderer Fantasy de Schubert, qui est étrangement une des œuvres les plus virtuoses de Schubert, qui est pas habituel, c'est pas habituel chez Schubert justement cette virtuosité. Si je ne me trompe pas, il l'avait composé pour un virtuose de l'époque. C'est ça, c'est sa seule œuvre sur commande. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas intégrée dans le programme. C'est une œuvre que j'ai travaillée, que j'ai adoré travailler. Puis voilà, quand on commence à travailler ce que c'est que le Wanderer, évidemment, on va très vite tomber là-dessus. Et pour un pianiste, c'est passionnant comme travail. Mais pour moi, c'est une des œuvres les moins Wanderer de Schubert. Parce que en termes, par exemple, de structure, de tonalité, c'est extrêmement structuré. C'est construit, comme en 4 mouvements, comme une sonate. C'est ça. Et puis encore une fois, c'est sur commande, donc il y avait un but à ça. Et déjà, le fait de décrire quelque chose avec un but précis, avec un style qui est assez lointain de ce qu'a l'habitude de faire Schubert, pour moi, c'était tout sauf Wanderer. Oui, d'ailleurs, Liszt en a fait une transcription pour piano et orchestre qui est très spectaculaire. Qui est extrêmement spectaculaire. Bon. Oui, j'adore Franz Liszt, mais ça, c'est pas l'œuvre que vous chéririez le plus. Non. Et puis voilà, le Wanderer, c'est l'errance, c'est la solitude, et je ressens tout sauf ça. Quand on entend cette œuvre pour piano et orchestre de Liszt, effectivement, Liszt qu'on adore pour des milliers d'autres raisons. Juliette Journeau, ce disque dont vous avez interprété une partie, ce qui était très émouvant. En vous l'entendant jouer au concert, c'est que donc vous êtes arrivé avec, je ne veux pas faire de la pub, mais un iPad, une partition électronique, et vous avez dit, moi je vais jouer par cœur les Schubert qui sont écrits originellement pour piano, mais en revanche sur le texte que j'ai transcrit, puisque vous avez transcrit certains leaders, et puis cet extrait de Siegfried de Wagner, et puis les Rückert-Lieder de Mahler, et du Chant de la Terre de Mahler. Donc là, vous avez dit, je mets la partition. Ouais. D'ailleurs, ce qui avait été très intéressant, c'est qu'il y a plein d'annotations sur votre partition, douloureux, la noyade, c'est jamais des annotations désopilantes. Ah non, j'évite de me faire rire moi-même quand je suis en concert. Mais ouais, c'est toujours la douleur. Oui, toujours. C'est quand même, je devrais en parler à mon psy. Mais oui, pour moi, c'est très important, même si je les connais par cœur, je les ai je les ai pétris dans tous les sens, ces textes-là. Mais même pour le public, je trouve ça important, visuellement, d'avoir un rappel. Voilà. D'avoir un rappel que ça ne sort pas de nulle part. Et quand même, dans la tradition du récital listien où tout est fait par cœur, tout est joué par cœur, il y a quand même cette envie de faire comme si ça sortait des doigts du pianiste de façon un peu magique, un peu facile. Et c'est éblouissant et on comprend cette attitude-là. Mais pour moi, quand c'est des transcriptions surtout personnelles, c'est là où moi j'arrive à ma limite, où je trouverais ça très orgueilleux par rapport au texte original. Moi, je n'ai fait que un peu me l'approprier, réécrire certaines choses pour que ça tienne dans un piano, mettre en valeur des choses qui me touchent dans cette musique. Donc évidemment, c'est une lecture subjective, mais ça n'est qu'une lecture.
Tout le texte et la grande qualité de cette musique a été là avant moi, quoi. En même temps, il y a des instruments que vous cherchez à imiter. Enfin, parfois, il y a des annotations avec des noms d'instruments, corps ou d'autres. Oui. Enfin, j'ai pas tout lu, hein. J'ai le journaux, mais ça m'a assez fasciné, ces annotations, parce que vous cherchez à imiter les instruments, mais en même temps, transcrire, c'est comme une traduction d'un livre étranger. Enfin, oui, complètement. C'est un parti pris. Et puis, il y a d'autres confrères ou d'autres pianistes qui pourraient choisir de transcrire en faisant valoir d'autres choses. Ah, complètement. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Et donc, c'est un travail où vous vous interrogez tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, alors il y a des transcriptions où je me dis, bon là, ça devrait plus trop bouger. C'est le cas, par exemple, d'Ich Binderwelt, où là, je sais pas, je ressens un espèce d'équilibre là dans ce que j'ai proposé comme transcription. Mais par exemple, l'Abschied, je suis persuadée que dans quelques années, quand je vais le relire, je pense que je vais être touchée par d'autres choses et que je vais vouloir mettre d'autres choses en valeur. Donc même sur ma propre existence de pianiste et de chef de chant, je suis persuadée que ça va évoluer. Et je suis persuadée aussi que si je le donne à un ami pianiste, lui va pas du tout mettre la même chose en valeur. C'est ça qui est très beau. Donc vous avez appris dans vos études, pour être notamment chef de chant, à transcrire à vue une partition d'orchestre. Parce que quand vous faites répéter des chanteurs à l'opéra, c'est pas une partition de piano qu'on vous... Alors ça dépend. Très souvent quand même, on a des réductions pour piano qui sont déjà faites et qui sont très bien faites. Mais il faut toujours avoir en tête, et puis dans le travail, avoir toujours ce qu'on appelle le conducteur d'orchestre, donc avec toutes les parties d'orchestre écrites, pour en fait pouvoir modifier un peu la réduction qu'on nous propose. Et puis ça, je dirais que la réduction, c'est vraiment quelque chose d'assez de très technique finalement, où on prend une partition et puis on la compresse quoi pour que ça tienne sur un clavier. Et puis la transcription, c'est juste un pas de plus vers la subjectivité. C'est pas supérieur à la réduction, c'est juste que c'est plus subjectif. Et donc, on va mettre en valeur ce qui nous touche, ce qui nous paraît intéressant, ce qui nous paraît être un peu noyé dans l'orchestre. Au piano, on va vouloir le mettre en valeur. Donc, je dirais que quand je suis chef de chant, je fais beaucoup de réduction. Un peu de transcription quand je me dis tiens dans la réduction c'est un peu trop objectif, moi j'ai envie par rapport au chanteur de mettre ça en valeur, voilà, mais ça reste au niveau de la réduction. Et ça, c'est vraiment du travail technique qu'on m'a appris pendant des années et que je continue à apprendre parce que c'est vraiment infini comme exercice. Et là, c'est là où, entre guillemets, je me suis fait plaisir. C'est que je passe au niveau où je me dis moi, j'ai envie de mettre ça en valeur. Donc, je vais le proposer comme ça. Alors là, votre disque, donc il y a des œuvres originellement écrites pour le piano et des transcriptions. Vous avez pensé, peut-être que je m'égare, à écrire des paraphrases comme Liszt l'a fait, justement en prenant un opéra et en faisant une sorte de pot pourri, entre guillemets. En réalité, j'adorerais faire ça. Mais non, mais c'est tout autre chose que votre projet. Complètement... Bien sûr, non, mais je ne pensais pas à mélanger les deux. Mais... Non, mais la paraphrase, c'est vrai qu'il y a un côté où on va s'éclater avec la partition, quoi. On va se dire, alors, vraiment, Liszt, on voit ce qu'il a voulu faire. Moi, je l'imagine déjà assez bien prendre des thèmes d'opéra qu'il aime bien, qui sont à la mode, et puis avec la technique extraordinaire qu'il avait, se dire, là, il y a 3 notes, et au lieu de ces 3 notes, on va en mettre 15 en même temps. Et ça va être rigolo. Et puis tout le monde va être soufflé, et c'est génial. Sous ces airs un peu de cirque, quand même, on va pas se mentir, c'est une grande technique d'écriture. Et ça, pour le coup, c'est un peu l'étape que moi, je suis en train d'apprendre. C'est que y a quand même dans la paraphrase vraiment une modification et puis un talent pour la variation. Et ça, pour le coup... J'attends encore quelques années pour m'y frotter, pour vraiment proposer quelque chose. Alors Juliette Journeau, soit dans ce disque Wanderer Without Words pour le label Alpha Classique au concert, moi j'étais frappé par la beauté du son de votre piano. J'écoutais, je me disais mais ça chante tout le temps. Et puis je me disais non mais t'es abruti, Juliette Journeau elle passe son temps avec des chanteurs. Donc ça donne des bonnes habitudes. Ça donne des bonnes habitudes. Ouais. Mais c'est vrai que votre piano chante tout le temps. Il y avait un son... vraiment magnifique. Et c'est quoi, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mais ça, peut-être que c'est une question trop vaste, mais quand vous jouez du piano
il y a des 1000 instruments et 1000 voix qui se précipitent ou alors on ne peut pas poser la question dans ces termes-là Non, mais en fait, déjà, la première chose qui a été une bonne habitude, le fait de travailler avec des chanteurs, c'est de tout le temps respirer. Au piano, on n'a pas besoin de bien respirer pour jouer, en réalité. Un chanteur, s'il respire mal, il ne peut pas chanter. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec les chanteurs. Et maintenant, c'est vrai que pratiquement automatiquement, je respire pratiquement avec eux. En fait, j'ai les mêmes respirations qu'eux. Et en fait, c'est quelque chose, mais même inconsciemment, que j'ai intégré dans mon travail pianistique. Et donc... effectivement, même dans une clavier-suite de Schubert qui n'est pas faite du tout pour chanteur, je pense qu'inconsciemment, j'intègre cette relation à la phrase et donc à la respiration, conduire la phrase, respiration, conduire la phrase, etc. Donc ça, déjà, je pense que ça rapproche déjà mon type de piano à ce qui pourrait être une ligne vocale. Ensuite, ce que j'ai dans la tête, c'est une bonne question. J'orchestre beaucoup dans ma tête. Alors là, évidemment, dans les transcriptions, je garde en tête ce qu'est l'orchestration de base, mais même dans les claviers stuqueux, j'essaye d'orchestrer au maximum, de me demander ce que je mettrais comme instrument. Et donc forcément, alors moi qui adore le hautbois et la clarinette, j'en fous partout. Et donc dans ma tête, il y a beaucoup de hautbois, de clarinette et de basson aussi. Et on est encore sur le rapport à la respiration. Et puis ensuite, j'ai toujours les mots qui défilent dans ma tête. Et même dans les claviers stuqueux, alors je ne vais pas dire que j'ai écrit un texte en allemand que j'ai inventé dessus, mais j'ai des sonorités de mots allemands et d'accent tonique, donc d'appui naturel de la langue, en tête. Alors Juliette Journoud, j'aurais encore 7000 questions à vous poser, parce qu'avec vous, c'est vraiment passionnant d'échanger, mais on va dépasser le temps habituellement imparti, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question, parce qu'en préparant cet entretien, j'ai vu que vous intéressiez beaucoup à un compositeur dont le nom ne me disait malheureusement rien, et qui a l'air d'être un compositeur assez fascinant et qui doit être redécouvert et que vous allez contribuer à faire redécouvrir, qui s'appelle Oscar Posa. Absolument. Alors, donc juste quelques mots sur ce compositeur. Quelques mots, j'ai sais découvert que c'est dur de vous demander que quelques mots. Oui. J'ai découvert ça avec mon compagnon qui a vraiment fait les recherches musicologiques. Moi, j'étais plutôt sur la partie déchiffrage des partitions, etc. On a découvert ça en plein confinement, donc en mars-avril 2020. On a fait tout ce travail d'aller demander aux bibliothèques s'ils avaient des partitions de ce compositeur, en essayant de retracer la biographie de cet homme-là, ce qui n'a pas été une mince affaire. Donc, par l'intermédiaire de lettres, de papiers administratifs. C'est un compositeur juif viennois, né à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est un compositeur juif viennois qui est né à quelques années près en même temps que Schoenberg et Zemlinsky. Comme ça plante une époque. Voilà, c'est quelqu'un qui était voué à être avocat, qui a fait des études de droit, et puis qui était bon musicien, qui composait pour le plaisir, et puis qui a fini par être remarqué par un éditeur, qui n'est pas des moindres quand même, Simrock, qui a édité Brahms avant lui. Et donc il était assez reconnu pendant toute sa période d'activité. Il a fondé une grande société des nouveaux compositeurs viennois. On a tendance un peu à mettre cette responsabilité sur le dos d'Arnold Schoenberg, mais c'est bien Oscar Posa qui a écrit le texte fondateur de cette société. Donc il a contribué à créer des œuvres énormes du type Péléas et Mélisande de Schoenberg, La petite sirène de Zemlinsky, et surtout quand même des leaders entiers de Gustav Mahler, c'est-à-dire les Kindertoten et le Knabenwunderhorn. C'est lui qui a contribué à les créer à Vienne. Il a été directeur artistique de l'Opéra de Graz, qui était le deuxième opéra d'Autriche après Vienne. Là aussi, il a fait des créations d'opéra de son époque. Il a eu une correspondance assez suivie avec Arnold Schoenberg. Ils étaient amis. Il a été professeur au Conservatoire de Vienne et puis compositeur juif. En 1938, le couperet tombe. Il est donc pour des
entre guillemets, raisons politiques, il est renvoyé du jour au lendemain et à partir de là, il n'écrit plus. On pense, c'est notre hypothèse, qu'il a traversé une période de dépression absolue. Il est mort dans une misère. Mais il est resté en Autriche à ce Il est moment-là resté à Vienne, apparemment chez ses sœurs. Ça reste assez flou, cette période. On est toujours en recherche de détails pour vraiment étayer notre propos. Mais il est resté à Vienne. Il a écrit vraiment 2 ans avant sa mort un quatuor à cordes, mais pendant des années, il n'a plus rien écrit. Dans toute sa période d'activité à Vienne, donc avant la fameuse année 38, il a écrit beaucoup de leaders, il en a écrit une 60aine, dont des cycles qui ont été transcrit par lui-même pour orchestre, un quatuor à cordes, donc une sonate piano-violon. Il y a des œuvres aussi pour orchestre qui malheureusement ont été perdues, mais on sait qu'il a vraiment écrit purement pour orchestre. Enfin bref, il a un corpus qu'on pourrait qualifier de limité par rapport à d'autres compositeurs, mais qui est quand même très riche. Et vraiment, nous, on a pris... je vais encore parler de choc émotionnel, mais on a pris un choc émotionnel quand on a commencé à vraiment mettre les doigts sur les partitions. Parce que, évidemment, quand on a un compositeur comme ça oublié, on se dit, bon, il y a peut-être une raison. Oui, et puis vraiment, là, c'est extraordinaire comme musique. On a vraiment hâte d'écouter ces leaders que vous avez enregistrés et puis d'autres œuvres de ce Oscar Posa. Juliette Journo, comme je le disais, on pourrait continuer des heures avec vous. Et quel plaisir de vous écouter autant jouer que de parler. Donc je rappelle ce disque, Wanderer Without Words, un disque pour Alpha Classique. On trouve des œuvres de Schubert, Wagner et Mahler. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Juliette Journo, je vous propose de l'écouter interpréter les 2 premiers Klavierstück de Franz Schubert. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre. Une bonne fin de soirée sur RCJ.